Salut, c'est Draven. Je suis content de vous retrouver la communauté afin de vous faire l'éloge d'un de mes films préférés, d'où je tire mon pseudo. Une des meilleures adaptations de comics par l'industrie cinématographique qui fut malheureusement frappée d'une tragédie par la mort de son acteur principal, Brandon Lee, alors star montante, fils du non moins Bruce Lee, figure incontournable du monde du cinéma d'arts martiaux, lui aussi décédé tout comme sa progéniture sur un tournage, celui du jeu de la mort. Brandon, qui s'était fait remarquer dans L'héritier de la violence, réalisé par Ronnie Yu, cinéaste intéressant, qu'on retrouvera à la tête de projets comme La fiancée de Chucky ou Freddy contre Jason, donc soit une comédie horrifique ou un bon vieux slasher des familles, nous livre ici un film d'action hongkongais où on sent que le fils du petit dragon a un potentiel pour faire carrière à Hollywood. Les années 90 marquent son entrée au sein de ce cinéma-là, avec Dans les griffes du dragon rouge, sorti en 91, du lourd pour les amateurs de nanar comme moi, un buddy movie où il partage la réplique avec un Dolph Lundgren aussi psychorigide qu'un Steven Seagal en lendemain de cuite, tout en immobilisme merveilleux, avec un méchant très caricatural, un pitoyable chef des Yakuza interprété par Kari Hiroyuki Tagawa, qui n'est nul autre que Shang Tsung dans Mortal Kombat le film, s'il vous plaît. Puis en 92, Brandon est la tête d'affiche d'une série B que j'affectionne particulièrement, Rapid Fire, où il campe le rôle de Jack Law, jeune homme qui envoie des bourre-pifs et des low-kicks à des méchants pas beaux faisant partie d'une organisation criminelle réalisée par Dwight H. Little, nom qui je sais résonne dans les oreilles de certains comme un petit virtuose à qui l'on doit Halloween 4 ou encore Désigné pour mourir, avec notre saumon Gilles préféré. Donc après ce succès tout relatif, nous voilà rendus en 1994 pour l'ultime film de ce jeune interprète prometteur, The Crow, œuvre profondément tragique car avant le drame survenu au sein du long métrage, la bande dessinée est née de l'esprit de James O'Barr pour extérioriser la colère et la tristesse qui le rongeaient jadis de l'intérieur. En effet, cet auteur fut meurtri par un événement survenu alors qu'il n'avait que 17 ans. Il quitte son foyer adoptif, car oui, le bonhomme a vécu une partie de sa vie en orphelinat avant d'être adopté. Donc il part s'installer avec sa compagne de l'époque, Bethany. Malencontreusement, elle meurt renversée par un automobiliste totalement ivre dans les rues de Détroit. Fâcheusement écorché à vie par ce drame, il rentre alors dans le corps des Marines. Seulement après 2 ans de service, James retourne au pays avec la ferme intention d'assouvir sa vengeance en l'honneur de sa défunte Bethany. Cependant, il apprend que l'assassin est mort de circonstances naturelles. Cette vengeance désormais impossible fait naître en lui une vague d'émotions qu'il déverse sur le papier par son encre et son talent, sa rage envers le destin, la vie. Il commence donc son travail d'orfèvre dès 1981 avec plusieurs particularités. Tout d'abord, la BD est en noir et blanc, ce qui donne un ressenti très agressif au niveau des silhouettes des personnages et des traits dans le dessin, mais poétique dans la dramaturgie de l'œuvre, en puisant énormément sur une identité visuelle qu'on peut associer à l'esthétique imaginaire, imagerie gothique. Donc ce comics, qui sert d'exutoire à James O'Barr, prend l'inspiration de son vécu pour le transposer dans un récit fantasmagorique où la mort sépare un couple de l'amour et où la figure du corbeau est maître, accordant des pouvoirs de l'ordre du surnaturel, donnant de nouveau la vie à Eric Draven, lui permettant d'exercer son courroux sur les meurtriers responsables de son malheur. Le corbeau n'a pas été choisi par pur hasard, vous savez, puisque pour moi, il représente le médiateur entre les mondes, entre la vie et la mort. Mais au-delà de la culture populaire, le corbeau symbolise la mémoire dans la mythologie nordique avec Munin et la pensée et la réflexion avec Hugin. Ce sont les 2 corbeaux d'Odin. Par chez nous, dans notre culture occidentale aussi, le corbeau peut être traduit par un symbolisme du deuil, de par son plumage noir. Je pense aussi que le corbeau est associé au fantôme des personnes assassinées, tout comme la vision qu'a la Suède de cet animal. L'originalité de The Crow amène rapidement le succès vers son auteur, qui est considéré par beaucoup, dont moi-même, comme un dessinateur démentiel, capable de raconter une histoire sans artifice, brute, tel un direct dans la gueule, un dessinateur de légende. Évidemment, ce succès s'accompagne donc d'une adaptation cinématographique mise en chantier dès 1993, ce qui a énormément surpris James O'Barr. Alex Proyas et Brandon Lee ont mis beaucoup de cœur pour que le projet puisse se concrétiser. Surtout que Lee s'est énormément impliqué pour que le film tende vers le respect de la BD.
Je dois dire qu'Alex Proyas a effectué un boulot formidable. Il a parfaitement compris les ténèbres d'un monde gangréné par la violence et la cruauté qui émanent des hommes. Bien entendu, respect de l'œuvre d'origine oblige, Proyas ne met pas d'humour dans son film, afin d'appuyer là où ça fait mal, de tout son savoir-faire, sur la perfidie, l'atrocité de cette noirceur vertigineuse qui embrasse pleinement le gothique, qui a toute sa place ici. Proyas est un des rares réalisateurs à comprendre comment bien adapter une œuvre sur grand écran. Par ailleurs, cette noirceur, c'est quelque chose qui caractérise grandement son cinéma. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire également de vous jeter sur son film suivant, Dark City, sorti en 1998 et qui a entre autres inspiré Matrix. Film très sombre et sérieux, du même acabit que The Crow. Pour en revenir à notre film du jour, le synopsis est le suivant. Eric Draven, un jeune guitariste branché rock, est assassiné, comme sa femme, Shelley Webster, la veille de leur noces, le 30 octobre, la nuit du démon. Bien entendu, sa femme se fait violer avant sa mort, condition indispensable pour installer un climat de tension et de malaise aux spectateurs que nous sommes. Eric, quant à lui, est jeté par la fenêtre. Un an plus tard, il ressuscite grâce à un corbeau lui conférant des pouvoirs comme une force accrue, une régénération exceptionnelle, afin qu'il puisse commencer sa vendetta envers un gang de criminels dirigé par un certain T-Bird en parcourant les rues de Détroit. Lors du visionnage, on remarque dès lors le respect de l'esthétique gothique, ayant pour but d'accentuer le pessimisme de l'histoire et offrir une tristesse au décor entourant notre protagoniste pour que nous puissions, nous spectateurs, ressentir la solitude qui l'habite. J'en reviens à ce que j'ai dit précédemment, mais le corbeau, qui fait référence au deuil, va de pair avec la tenue de Draven. Vêtu d'une tenue noire et portant un maquillage blanc avec deux traits très sombres descendant sous ses yeux, signifiant un mort-vivant pleurant sa femme. Tous ces éléments sont rattachés au destin, la transformation personnelle d'un individu, la malice, le courage et la mort. Donc tout ce qui constitue la renaissance de notre héros. La figure de l'anti-héros, par ailleurs, vengeur, se dessine tout au long de l'histoire, car d'abord motivé par un but égoïste, cherchant juste à punir ses assassins, va se muer en un but altruiste en se débarrassant de l'organisation criminelle qui domine la ville. Le film, tout comme la BD, est sans concession concernant les châtiments réservés aux méchants. Ils souffrent autant qu'ils ont torturé leurs victimes. Il y en a un, le dénommé Tintin par exemple, qui se voit mourir des mains d'Eric avec tous ses couperets plantés dans son torse. On note une critique aussi négative envers la police qui nous est montrée comme démunis face aux agissements criminels que subit la ville, comme si le chaos ambiant avait triomphé face à l'ordre. À l'exception du sergent Albrecht, seul résistant honnête qui incarne encore le semblant d'ordre émanant de la police, servant de soutien à Eric. De plus, le métrage a dans sa manche une critique sociale nous montrant une société dépravée acceptant toutes les bassesses, un vendeur de bric-à-brac acceptant d'acheter des objets volés ou bien de personnes assassinées, faisant affaire avec des malfrats. Une mère prostituée junkie qui laisse sa fille vagabonder seule la nuit dans les rues de Détroit. C'est alors qu'un parallèle s'établit entre la fiction d'une criminalité grandissante et notre société actuelle. Concernant les scènes d'action, elles sont intenses, sans jamais basculer dans l'invraisemblable, malgré l'invincibilité du personnage principal. Mention spéciale à la scène de gunfight dans le repère de Top Dollar, où on a le droit à une chorégraphie de combat hallucinante qui alterne entre pistolets, armes blanches, arts martiaux, avec différents angles de vue pour apporter un dynamisme dans la confrontation. Draven nous est montré comme une machine à tuer que même les balles n'arrivent pas à arrêter. Une scène purement inspirée du cinéma asiatique d'action. Globalement, tous les acteurs sont géniaux, en particulier Brandon Lee qui incarne à merveille la folie de l'irréel, du surnaturel, appliquant la froide justice. Quelle tragédie qu'il soit décédé sur le plateau de tournage suite à un tir de revolver où un des projectiles était resté bloqué dans le canon puisque précédemment il avait été chargé de balles réelles. Manque de rigueur sein des équipes. Sa mort entraînera des coûts supplémentaires s'élevant à 15 millions de dollars pour le procédé de numérisation afin de terminer certaines scènes qu'il avait commencé à faire. Pour moi, c'est avec ce film pourtant que Brandon Lee s'est écarté totalement de l'ombre de son père. Oh, et avant que j'oublie, je dois vous parler des musiques.
Elles sont composées pour l'occasion par Graham Revel qui accompagne très bien le métrage. On ressent dans son score le mélange entre le surnaturel, la poésie, l'amour, la noirceur, l'au-delà qui transcende ce moment de cinéma avec des morceaux tels que Birth of the Legend ou bien Pain and Retribution, nous imprégnant de l'ambiance gothique en plus d'immerger notre esprit d'une mélancolie quand on sait les malheurs qui ont frappé la BD et le film. En conclusion, The Crow est un film intemporel. Il fait partie de ces trop rares films ayant réussi le tour de force à adapter avec brio son support d'origine sans pour autant l'imiter bêtement, en apportant rien de nouveau. Ses thèmes matures, sa beauté visuelle, sonore ainsi que le jeu de sa défunte star font de The Crow un film culte et une bonne alternative à l'œuvre d'origine. Donc, la vidéo est à présent terminée. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire sous la vidéo. J'aurai grand plaisir à vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis, portez-vous bien. C'était Draven. Salut!